Son Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade du Mali ici présent, Monsieur le maire de Montreuil, Monsieur le président de l'UNAGRIM, honorable assistance, bonjour à tous. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être l'invité avec tellement de notoriété que vous m'avez accordé ici. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut vous dire. Je vous dis seulement merci. Merci à tous. Merci franchement à Comé, mon ami, mon frère, qui a insisté, qui n'a jamais fait défaut dans ses relations avec moi pour magnifier ces jours-là. Et pas seulement ça, auprès de tous les migrants qui sont ici et ailleurs. Il a toujours voulu qu'on intervienne ensemble pour un développement au Mali et dans le domaine du secteur agricole, particulièrement au niveau de l'élevage. Mais c'est votre grand patriotisme avec toute ton équipe, toute l'équipe de l'INAGRIM qui me contacte tous les jours sans défaut pour pouvoir intervenir ensemble dans ces forums. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour partager le peu de savoir que j'ai dans ces domaines-là. J'espère que aussi cette journée ne serait pas possible sans l'intervention de mon mari qui est en route pour venir. Il a quitté Toulouse, qui est aussi un migrant qui vit en France ici. Et notre merveilleuse fille qui est avec moi, Fatoumata Binta Diakité. Moi, je suis Madame Kansay, Dr Nakani Diallo, pour vous servir. J'ai été très attiré par le thème de cette année, l'investissement productif de la diaspora dans le domaine agricole au Mali. Le Mali est notre patrie. Nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas nous en sortir sans une sécurité alimentaire et nutritionnelle bien avérée au Mali. Raison pour laquelle j'ai apprécié ce thème. Ce développement en matière de sécurité alimentaire ne peut pas aller sans le développement du secteur agricole, c'est-à-dire l'élevage, la pêche et l'agriculture avec grand A. Donc, c'est un réel plaisir pour moi pour venir dire aux Maliens de la diaspora, c'est très bon d'aider sa famille en matière d'argent. À chaque fois qu'on vous demande, comme il l'a souligné ici, tout de suite, chaque fois qu'on vous demande de l'argent pour les problèmes des familles, vous donnez tout de suite l'argent. Ça, c'est très bon. Ça, c'est notre coutume et merci. Mais ça serait meilleur quand vous créez des emplois pour eux, pour que vous-même vous viviez tranquille et que la population aussi vive tranquille, vos parents vivent tranquillement. Parce que ce n'est bon pour personne de demander toujours de l'argent aux autres. Comme on le dit en Bambara, la main qui est tendue est toujours en bas. Donc, au lieu de donner du poisson aux gens, il faut les apprendre à pêcher. Vous allez voir ça avec la pisciculture ultérieurement. Honnêtement, j'ai apprécié ce thème-là parce que l'investissement progressif, nous avons l'investissement des fonds de migration dans les activités. Ça, il faut le promouvoir. Pas seulement les Maliens de France, mais ça, il faut le vulgariser auprès de tous les Maliens de l'extérieur. Parce que le Mali, votre famille ne peut pas s'en sortir avec votre seul. Personne n'est éternel. Imaginez-vous quelqu'un qui est ici, qui a toute sa famille sur son dos, les jours où il n'a pas de boulot, les jours où il n'est pas là, parce qu'on va mourir un jour ou l'autre, où il n'est pas là, c'est la famille qui serait en détresse, c'est la famille qui serait là, je n'ose même pas penser à ça. Or, si vous aidez vos frères et sœurs à la maison, à travailler de ses sueurs, à avoir de l'argent de ses propres sueurs, la personne ne va jamais vous demander de l'argent si ce n'est pas des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on a remarqué au Mali? Nous avons fait des études. Même pour un simple baptême ou mariage, même, surtout les femmes vont vous demander notre uniforme. On n'a pas eu d'uniforme, on n'a pas eu les discernis, comme il y a beaucoup qui sont des cailles ici, vous savez combien de fois c'est important. Mais la personne qui travaille à son propre compte, est-ce qu'elle va vous demander ça tous les jours?
Si vous investissez une seule fois, ils savent qu'ils doivent travailler désormais pour se nourrir. Est-ce qu'ils vont tendre la main? Voilà les raisons qui m'ont poussé à accepter et à venir pour cet investissement dans ce forum-là. Alors, nous allons commencer avec l'investissement dans l'aviculture. Aujourd'hui, on sait que l'aviculture, c'est un créneau pourvoyeur d'emploi, d'économie et une assurance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Notre objectif, c'est de vous inciter à investir dans l'aviculture. Il y a tellement de types d'aviculture. Avec le peu de moyens, on peut débuter l'aviculture chez soi. Il n'y a pas que l'aviculture moderne, mais il y a l'aviculture traditionnelle améliorée que nous sommes en train aussi de promouvoir dans nos villages. Il n'y a pas plus de 2 ans, le poulet, un coq de 2,5 kg à 3 kg coûtait maximum 2 000 francs. Aujourd'hui, ce coq-là, ce même coq, il est à 5 000, 6 000 francs. Souvent, on va vous dire 10 000 francs, ce coq-là. Alors, si on aidait nos parents au village à développer l'agriculture traditionnelle améliorée, il y a tellement de technicité pour ça, on peut les apprendre à reproduire eux-mêmes de façon quantitative et qualitative. On peut les apprendre comment transformer ces poulets, on peut les apprendre aussi comment commercialiser, comment avoir accès avec nos poulets. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais nous allons discuter un peu sur l'agriculture moderne. Donc, vous êtes capable de le faire, moi j'en suis sûr. Mais faudrait-il qu'on investisse comme ça? C'est ça le problème au niveau de l'Afrique, surtout au niveau du Mali. On dit, voilà, tel domaine est aujourd'hui lucratif. Tout le monde veut investir là-dedans, mais malheureusement, on ne cherche pas à se former avant de le mettre. C'est pourquoi on va direct au mur. En investissant sans la technicité, sans les connaissances et sans les personnes ressources, l'investissement est voué à l'échec. Donc, d'où tout l'intérêt de cette formation. Je vous assure quand même que quelques heures de formation ne suffisent pas du tout pour l'agriculture. Nous sommes obligés de tout condenser pour donner juste les notions et l'information sur l'agriculture. Mais ceux qui sont intéressés plus tard, il y a Koumé qui est là, vous allez le contacter, il a toujours mon contact, je crois qu'il peut m'atteindre à n'importe quel moment. Donc, l'agriculture moderne, c'est l'élevage intensif de la volaille. Moi, je vais m'apaisanter un peu sur la production d'œufs, parce que quand nous prenons les généralités sur l'agriculture au Mali, nous allons voir que nous avons 35 millions de têtes, toutes espèces confondues, y compris l'importation, dont seulement 5% de volailles pour l'agriculture moderne. Cela signifie quoi? Malgré ces chiffres importants que vous entendez, les 35 millions de volailles, l'agriculture reste toujours traditionnelle chez nous. La preuve en est qu'à présent, malgré l'émergence de cette activité aujourd'hui au Mali, nous importons toujours des œufs, d'ailleurs, l'œuf de consommation et l'œuf de couvaison. Et nous importons toujours de la viande, surtout les cuisses de poulet, qui viennent souvent ici. On ne sait même pas comment c'est introduit au Mali, parfois malgré la loi existante sur la question. Mais aussi, nous avons même l'alimentation pour volailles, dont nous avons les matières premières au Mali qui sont importées d'ailleurs. C'est vraiment écœurant. Donc voilà des domaines où on peut investir là-dedans, pas seulement dans l'agriculture pure, mais dans les métiers connexes de l'agriculture. Par exemple, en développant chaque secteur, chaque maillon de l'agriculture, on peut gagner gros au Mali. Par exemple, l'agriculture ne peut pas aller sans le maïs, on peut s'investir dans la culture du maïs. L'agriculture ne peut pas aller sans le poisson, on peut développer la pisciculture autrement pour l'alimentation du volaille. On peut développer la production du calcium. Vous allez aujourd'hui dans les abattoirs, les œufs sont jetés partout et pourtant c'est la meilleure source de calcium pour l'alimentation et du bétail et de la volaille. En dehors de tout cela, la production elle-même, nous sommes confrontés à l'accès aux intrants. L'accès aux intrants, c'est-à-dire les poussins que nous importons toujours à coût cher et de façon anarchique. Aucun agriculteur au Mali aujourd'hui ne peut vous dire voilà telle souche de volaille que je suis en train d'élever. Or, c'est très très important dans la production. Je venais juste de discuter avec mes confrères.
C'est ça le b.a-ba de la situation. Nous importons les volailles ici en France, au Brésil, en Israël et même à Dakar tout près. Quelles sont les performances de ces volailles-là chez nous? On ne les connaît pas. Les importateurs ne les connaissent pas parce qu'il suffit d'avoir un peu d'argent et être commerçant pour pouvoir importer ces choses-là. Donc, avec très peu de professionnalisme là-dedans. Et nos commerçants acceptent les écarts de triage. Et si nous faisons l'effort pour produire notre propre poussin, notre propre œuf chez nous, ce n'est qu'en élevant les reproducteurs. Avec l'élevage des reproducteurs, nous avons les œufs de meilleure qualité, nous avons les poussins de meilleure qualité, et il faut de l'ordre pour pouvoir maîtriser cette technique-là. Quand vous investissez dans la production de poussins, les poussins peuvent revenir au Mali maximum à 500 francs, alors qu'aujourd'hui, nous importons les poussins à 1100 francs. Vraiment, c'est ce qui fait que l'agriculture ne peut pas être avancée au Mali. Il y a l'investissement dans les infrastructures, à ce côté, surtout avec la situation actuelle. Tout est cher, le ciment, le sable, parce que l'essence aussi est cher. Nous importons malheureusement même l'aliment pour volailles. L'aliment pour volailles, nous avons le maïs chez nous, nous avons du poisson chez nous, nous avons tout ce qui constitue les ingrédients pour la fabrication de l'aliment. Voilà des choses que nous pouvons développer pour pouvoir faire avancer un peu les choses chez nous et s'attendre quand même à des résultats escomptés en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette formation s'adresse un peu à la technicité et on ne va pas s'attarder sur ça. Maintenant, je pense que, comme on l'a dit, l'intitulé de ce forum-là, l'investissement productif dans les activités agricoles, c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas que l'agriculture pure, mais il y a des métiers connexes dans lesquels aussi on peut investir pour pouvoir faire avancer l'agriculture au Mali et atteindre notre objectif. Donc, dans l'agriculture, il faut maîtriser un certain nombre d'aspects. D'abord, mûrir l'idée, combien je vais investir. Je peux investir dans l'agriculture. Donc, en ayant ça en tête, il faut compter les infrastructures. Si vous voulez faire une ferme digne de ce nom, si vous voulez faire l'agriculture traditionnelle ou l'agriculture traditionnelle améliorée, dans l'agriculture aussi moderne, est-ce que je vais faire la production d'œufs? Est-ce que je vais faire la production de poulet de chair? Voilà les idées qu'il faut mûrir d'abord pour pouvoir investir. Ensuite vient l'étape de la construction du bâtiment. Mais il faut respecter les normes parce qu'il y a beaucoup qui sont entrés dans l'agriculture, qui sont sortis. Ils ne savent pas du tout que leur problème vient de leur type de bâtiment. Nous sommes en zone tropicale. Il fait très chaud. Il y a au mois de mars-avril, la température peut atteindre jusqu'à 42 degrés, souvent même plus. Donc, je vois seulement les bâtiments sont construits de tels. Est-ce que mon environnement répond à ces types de bâtiments? Ça, il faut les maîtriser. Par exemple, moi, je suis à Caille, l'autre, il est à Ségou. Il y a peut-être beaucoup d'arbres à Sikasso. Je suis en train de construire à Sikasso où il y a l'ombrage. La température ambiante, je peux maîtriser à l'intérieur. Et même au mois de mars, si je construis avec des arbres à côté, la température n'excédera pas les 30-35 degrés. Pendant que si je suis à Caille, vers Yelimani, je sais pas parce qu'il y a des gens de Yelimani ici, où la température peut atteindre les 42 degrés, je construis le même type de bâtiment. Est-ce que je dois m'attendre au même résultat? Parce que l'environnement, il est très, très important dans la vie des volailles. Malgré tout ce qu'on pense, malgré tout ce qu'on croit, les volailles sont des sujets, déjà leur température corporelle est de 42 degrés. Ce n'est pas comme nous les humains. Vous voyez, je donne juste l'exemple ici. Une personne seule ici, il va sentir tout de suite le froid. Mais quand on va devenir beaucoup, la température commence à augmenter. Alors que notre température corporelle maximum est de 37 degrés dans le nord. N'est-ce pas? Donc, la chaleur de l'entassement des volailles va faire que la température ambiante à l'intérieur du poulailler peut atteindre facilement les
50 degrés, ce qui entraîne l'étouffement, manque d'appétit, c'est-à-dire le bien-être est déjà, ça c'est fini, il n'y a plus de bien-être. Ça veut dire quoi? Il va entraîner une très grande mortalité au niveau de dans la ferme. Ça veut dire qu'il y a un coup de chaleur. Donc, en fonction de tous ces aspects, je dois savoir faire une petite étude environnementale et comment créer un microclimat pour pouvoir construire mon poulailler. Si je vais un peu rapidement, vous m'arrêtez parce que c'est comme ça. Non, pas... Tu es allé trop vite. Voilà. On vient dans les normes. Je suis en train de parler des normes de construction du poulailler. Vous comprenez? Donc, dans ces normes, je dois faire d'abord une petite étude environnementale, là où je dois construire mon poulailler, là où je dois recevoir mes poussins. Maintenant, si à part l'étude environnementale, il faut respecter la loi avec la construction du poulailler. Au minimum 500 mètres de la ferme avec l'habitation. C'est là pour des raisons de bien-être toujours de l'humain et des volailles. Parce que la volaille, ça sent. Il y a tellement de bestioles qui viennent pour la volaille. Si c'est proche des poulailles, si c'est proche des habitations, on aura toujours des effets de nuisance sur la population. Il y a l'odeur, il y a les insectes, parfois même il y a du serpent et des rats qui vont venir pour l'aliment volaille. Même seulement en sentant les volailles, il y a les serpents qui sont attirés vers là. Donc, il faudrait respecter l'humain dans son environnement. Ça fait partie de l'agroécologie que vous maîtrisez très bien, puisque moi, n'est-ce pas? Donc, mettez 500 mètres au minimum entre les dernières habitations et la ferme. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut voir l'accessibilité du site. Parce que si je dois produire des œufs, il y a un terrain très accidenté, même si j'ai mon véhicule, le fait même de transporter les œufs vers la maison, il y aura beaucoup d'œufs cassés. Est-ce qu'on va vendre les œufs cassés au même prix? Peut-être même on ne va pas les vendre. Les œufs cassés, déjà, c'est un problème. Ils seront toujours contaminés sur la route. Parce que n'oublie pas les poussières, n'oublie pas que c'est dans l'air ambiant que vous allez transporter ces œufs-là. S'il y a les œufs cassés, les microbes entrent très rapidement dans l'œuf. L'œuf, c'est le milieu le plus riche que je connaisse, l'œuf et le lait. Quand ceux qui sont là le savent, dans le laboratoire, nous travaillons toujours avec les œufs, nous travaillons toujours avec, c'est pour l'enrichissement des milieux, pour la bactériologie ou la virologie. Ce qui fait que quand vous transportez des œufs cassés pour aller les vendre, vous êtes en train d'aller vendre des maladies à la population. Donc, du coup, je vous invite, je vous informe de ne pas acheter les œufs cassés quand il a fait déjà assez de distance. Le choix du site, après ce choix du site, vient la réalisation. Maintenant, pour la réalisation, il faut voir le type de bâtiment qui est conforme à ta zone. Quand je suis à Caille, dans la zone de Yelimani, c'est un peu différent de Bafoulavé, où il y a un peu d'ombrage, il y a les arbres. Je vais voir le sens, l'orientation déjà de mon poulailler. D'où viennent les vents violents? Parce que les poulaillers ne supportent pas les vents violents. Ils ne supportent pas trop de chaleur. Quelle est la direction du vent? Là où je vais mettre de l'archère. C'est-à-dire, ce sont des endroits où tu dois barrer contre les vents violents. Donc, ce serait en mur plein jusqu'au toit. Et les deux autres côtés seront ouverts avec de très grandes fenêtres et des grillages. Maintenant, pour les normes, cette largeur doit être au minimum, dans la zone tropicale de 7 mètres. Sinon, aller au-delà de 7 mètres, c'est encore meilleur. Maintenant, pour la longueur, vous allez voir combien de volailles je vais mettre. Déjà, on a 7 mètres. On sait que les normes en zone tropicale, pour les pondeuses, c'est entre 6 et 7 poussins, 6 et 7 poules par mètre carré. Si je veux faire l'aviculture, si je veux faire la production de chair, le poulet de chair, c'est entre 4 et 5 mètres. Voilà, moi j'ai combien d'argent, combien je peux investir. Vous allez voir tout de suite l'investissement dans le matériel, aliment et consorts. Mais combien j'ai exactement,
Alors, moi, je désire peut-être faire 1000 poussins, 1000 pondeuses ou 2000 pondeuses. Je vais avoir 2000 pondeuses, je divise le nombre pour avoir un peu l'effectif au niveau de la surface, quoi, sur le terrain. Sinon, je construis au hasard, j'ai 20 mètres sur 7, j'ai 20 mètres sur 8, je vais mettre 2000 sujets là-dedans. Est-ce que c'est comme ça? Voilà malheureusement comment beaucoup de gens ont construit chez nous. Ensuite, ils mettent un excès de volailles. Les volailles n'ont pas leur bien-être, donc la production, elle est déjà faussée depuis la base. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, ah, c'est pas rentable, j'ai trop de mortalité. Non, si tout est bien calculé, on n'a pas besoin tout le temps d'intervention du vétérinaire. Ça, ce n'est même pas notre objectif. Trop d'intervention du vétérinaire, déjà, ça, c'est voué à l'échec, quoi. Parce que les normes ne sont pas respectées. Donc, en respectant les normes, on assure le bien-être des volailles, on assure la production et la productivité. Tout cela est lié au bâtiment seulement. Vous comprenez? Donc, voilà un type de bâtiment qui est bien. Vous voyez les bâtiments très bien aérés. Les poulets sont là. Peut-être que les gens sont là, c'est pourquoi ils sont bien entassés, quoi. Et chaque poule doit avoir son espace. Normalement, c'est 0,15 cm par poule. Sinon, chez nous, avec cette température qui est très grande pendant certaines périodes de l'année, il faut diminuer le nombre, comme on l'a dit. Vraiment, la température interne déjà des poules est très, très, très énorme. Assurer le bien-être, c'est assurer la productivité, c'est assurer la production et c'est assurer la maîtrise des pathologies au niveau de la ferme. Dans la ferme, est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite? Quand on a construit les poulaillers, il faut mesurer l'ambiance. Cette ambiance est déterminée par la température, par l'hygrométrie. Il faut avoir le matériel pour ça. Mais c'est très simple aussi d'estimer la température et les vents violents dans la ferme. On n'a pas dit de ne pas avoir le vent, mais le vent doit circuler à même titre dans toute la superficie de la ferme. Donc, vous vous arrêtez dans peut-être plusieurs coins, 4, 5 coins, avec une bougie allumée. Avec la bougie, vous regardez la flamme de la bougie. Est-ce qu'il y a plus de vent ici que d'autres? C'est très, très important. Est-ce que la température est la même dans toute l'habitat? Si cette température n'est pas la même, là, il y aura des problèmes très sérieux. Il y a des vents assis, il n'y a pas de vent de l'autre côté, ça c'est problématique. Vous savez pourquoi? Parce que avec excès de chaleur, tous les volailles vont venir s'entasser au bord dans les bordures. C'est pour chercher à respirer. Et cet entassement des volailles joue depuis l'âge poussin jusqu'à l'âge adulte, ça joue beaucoup sur leur productivité. Là, d'abord, il y a une forte mortalité pour l'entassement, il y a l'étouffement, il y a une baisse de consommation alimentaire, ce qui entraîne aussi une mauvaise croissance de ces animaux-là. Avec cette mauvaise croissance des animaux, des sujets, il y aura une mauvaise production. Les plus forts vont toujours avoir à manger, mais les plus faibles resteront toujours chétifs. Avec des poules chétifs, je ne crois pas trop à leur production. Alors si on devait faire 90% de taux de ponte, vous n'excéderez jamais les 65% à cause de l'entassement des poulets. Si il y a les vents violents, exactement la même chose. Vous allez voir à un coin, tous les sujets vont venir s'entasser à chaque moment. Donc cela doit être fait avec un très grand suivi du basse-courrier ou même du fermier dans sa ferme. Parce que les poules savent est-ce que nous sommes entretenus, est-ce que nous sommes aimés, est-ce qu'ils viennent nous voir tous les jours. Peut-être qu'il y a beaucoup qui savent ici, même à la maison, quand on élève les poulets, celui qui lui donne toujours à manger, dès qu'il vient dans la maison, la poule vient, le coq, il va venir le chercher. Il y a beaucoup qui ont cette expérience ici, n'est-ce pas? Parce que je crois que nous avons tous élevé, quand on est petit, les volailles. Les volailles aiment le suivi. Le volaille aime le suivi.
toutes les 2 heures, entrer dans le poulailler, voir comment ils se portent, quel est leur comportement. Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils boivent de l'eau? Ça, on va arriver. Il faut vérifier dans les mangeoires, il faut vérifier dans les abreuvoirs. Est-ce que ce que nous avons donné à manger, tout est consommé? Qu'est-ce qui est consommé? Qu'est-ce qui n'est pas consommé? Est-ce qu'il y a de l'eau qui est versée dans le poulailler? Là, c'est ce qui donne les odeurs. Le poulailler, au-delà de ce que nous pouvons penser, je pense que vous avez déjà remarqué, là où on avait les petites basses-cours, où il y a les volailles traditionnelles alimentaires, quand on ouvre tout de suite, ils sortent tous en vitesse. Ils s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'odeur ammoniacale dans le poulailler. Vous-même, entrez le nez pour voir si vous pouvez tenir 2 secondes. Vous ne pouvez pas. Et c'est ce qui dérange aussi les volailles. Donc, ne pensez pas que c'est des animaux, mais ils aussi, ils veulent leur bien-être. Et ces gaz toxiques, l'augmentation de la température, le vent, nuit à la production de ces volailles-là. Et beaucoup de pathologies sont, par exemple, quand il y a l'hygrométrie qui est très élevée, ça veut dire qu'il y a 1 milliard de bactéries qui se posent toutes les heures au niveau du poulailler. Et des bactéries pathologiques, des bactéries et des virus pathologiques pour ces volailles. Donc, vous n'aurez jamais la paix dans votre poulailler. Vous êtes toujours en train d'acheter les médicaments pendant que la cause, c'est vous-même. On appelle ça maladie des poulaillers sains. Donc, le poulailler doit être entretenu. Si vous êtes disponible à le faire chaque semaine, au moins, il faut nettoyer grandement les poulaillers et les pulvériser avec la désinfection et la désinsectisation. Aussi, il faut laver le matériel tous les matins. Tous les matins, laver le matériel pour les volailles là, si vous voulez éviter l'investissement dans les médicaments qui ne servent absolument à rien et au contraire qui est nuisible pour la santé et pour la consommation humaine. Dans le poulailler, vous devez contrôler la température. Comme on le dit ici, un poulailler doit être bien situé, comme on l'a dit, très étanche. Parce que si ce n'est pas étanche, par exemple au niveau des toits, ce qu'on a remarqué chez les gens, entre les murs et le toit, il y a le jour. C'est l'endroit où les rats peuvent venir la nuit pour entrer dans le poulailler. Vous n'allez jamais voir de trous de rats, mais les rats sont toujours présents. Et la conséquence, c'est quoi? Et ils transportent les pathologies telles que la salmonellose. La salmonellose, vous n'allez jamais voir les sujets mourir ensemble, mais il y aura toujours, tous les jours que Dieu fait, 1, 2, 3 mortalités. Et sans montrer même des signes de maladie. Quand vous perdez un poulet, vous savez combien vous avez perdu? Si c'est les poules pondeuses, le minimum c'est 27 000 francs. En perdant un poulet, vous avez perdu 27 000 francs. Après, nous allons faire une petite étude pour voir. Donc, ça, c'est des pertes énormes quand vous voyez des poulets qui sont en train de mourir tous les jours sans connaître les causes. Mais venez la nuit, vous allez voir que les rats montent et le matin tôt, ils sortent. Et ils viennent manger, ils viennent boire de l'eau. Donc, la solution, c'est la dératisation et il faut prendre des mesures pour que les rats ne montent pas jusque dans la ferme et qui n'ont pas accès non plus à l'aliment. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que c'est l'aliment des volailles, il faut mettre aussi dans leur habitat. Non, 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 jamais. Jamais il faut le faire. Parce qu'en mettant de l'aliment dans leur habitat, vous êtes en train de contaminer par les fientes de volailles. Vous savez comment les fientes sont très riches? Pourquoi on l'utilise dans l'agriculture? Pourquoi ça donne trop dans l'agriculture? Parce qu'il est très très riche en azote. Donc, il y a une prolifération des microbes qui est développée. Tous les microbes aiment ça. C'est parce que ces fientes-là contiennent de l'azote qui par terre, tous les microbes qui sont là, on leur substrat pour pouvoir se développer. C'est ce qui dégrade, c'est ce qui entraîne une fertilisation du milieu. La fertilisation, elle est microbiologique. N'est-ce pas? Donc, en laissant l'aliment dans vos poulaillers, l'aliment est contaminé par les fientes. Et vous êtes en train tous les jours d'injecter cet aliment contaminé aux volailles. Et tous les jours, vous allez acheter les médicaments. Donc, en protégeant juste l'aliment, vous protégez votre économie. Vous garantissez votre productivité. Donc, mettez l'aliment dans un magasin à part. C'est pourquoi quand vous voulez investir dans l'agriculture, il faut avoir une ferme, pas un habitat seulement pour les poulets. Avoir un habitat et un magasin pour le matériel et pour l'aliment. Avoir un habitat
une chambre aussi pour le basse-courrier ou l'ouvrier qui est là, protéger l'environnement. Si vous voulez, quelle que soit la zone au Mali, si vous pouvez planter des arbres autour de l'habitat des volailles, ça serait merveilleux. Et maintenant, nous sommes en train de développer un peu le moringa, la culture du moringa au niveau des fermes, parce que le moringa, au lieu d'acheter toujours des ingrédients chimiques, comme les prémix, c'est des ingrédients qui contiennent les vitamines, oligo-éléments et minéraux. Les feuilles de moringa sont très, très, très riches en vitamines et oligo-éléments. Je crois que j'avais commencé à écrire un petit truc sur les feuilles de moringa et autres feuilles chez nous qui sont utiles dans la production de volailles. Et vous allez voir un peu la composition du moringa dans ça. Je pense que je vais le mettre à disposition du commun. À partir de l'ambiance, les poussins, il faut d'abord, quand on va venir à la réception des poussins, les poussins c'est comme des bébés. Nous-mêmes, quand nous sommes et nous accouchons les bébés, il faut les protéger d'abord, n'est-ce pas? Ils aiment la chaleur. Est-ce qu'on va exposer les bébés au froid? Donc, on n'expose pas non plus les poussins au froid. Donc, cette température, le suivi de la température est très, très, très important, et de l'hygrométrie. L'hygrométrie ne doit pas excéder les 60%, sinon ça fait suffoquer les poussins. La température pour les poussins, peut-être vous avez tout ça, on ne va pas se mettre à tout ça, vous avez les documents à votre disposition. Et à part la température, il faut aussi la lumière. Elle est très, très, très importante. La lumière pour les poussins, ça les amène à manger correctement à n'importe quel moment. C'est comme l'enfant. L'enfant peut manger à n'importe quel moment. Même la nuit, il pleure. Quand l'enfant pleure, la maman se lève pour donner à manger à l'enfant. Donc, les poussins aussi, quand il vient, c'est un bébé, il dort pendant un temps, mange pendant un temps, se couche pendant un temps. La nuit, le poussin doit avoir l'aliment pour pouvoir assurer sa consommation et sa croissance. Donc, il est très important d'avoir la lumière. Mais il y a une certaine chronologie à suivre. Chaque jour a sa quantité de lumière en termes de temps. Il faut très, très, très bien observer ce temps. Pour les pousser, il s'agit de pouvoir manger. À un certain moment, à partir de 2 mois d'âge, il faut éteindre la lumière. Pourquoi? Parce que nous allons aussi mettre en marche le développement de la grappe ovarienne chez les poulets à partir du 4e mois. Donc, éteindre la lumière, le fait de rallumer la lumière chez les poules, ça a un effet sur le développement de l'appareil reproducteur. Donc, sans lumière, pendant cette période-là aussi, ne vous attendez pas à un taux de reproduction assez élevé, parce que là, on ne peut pas atteindre même les 70%. Mais avec l'effet de la lumière, tous les volailles vont entrer presque ensemble en ponte. On le dit traditionnellement, il commence à la ponte à 6 mois, mais ce n'est pas 6 mois. En réalité, quand vous suivez exactement tout ça, la ponte commence à partir de 4 mois et 15 jours. 4 mois 15, 4 mois 16 jours. Et progressivement, toutes les poules vont entrer en ponte à partir de 2 mois. Cela veut dire que vous avez déjà le pic à partir de 6 mois. Au lieu d'atteindre la reproduction à 6 mois pour avoir le pic à 8 mois, ça c'est une perte de temps et d'argent. Donc, faites en sorte que vos volailles entrent en ponte à partir de 4 mois et demi, avoir le pic à 6 mois, et de 6 mois jusqu'à 12 mois, maintenir ce pic-là. Il y a l'effet du bâtiment, mais il y a l'alimentation et le suivi. Comment alimenter ces volailles-là? Alors maintenant, j'ai tous ces atouts. Je vais voir quels sont les facteurs qui vont influencer la production. Les facteurs influençant la production, nous avons l'origine des sujets. Et déjà, je vous ai dit, l'aviculteur, il ne connaît même pas la souche qu'il a. Ça, c'est problématique. Deuxièmement, toutes les volailles en aviculture moderne sont importées. Il y a seulement quelques individus qui font la production des poussins. Malheureusement, ce n'est pas des poussins de qualité parce qu'ils importent aussi les œufs. En important les poussins,
très généralement, on nous envoie les écarts, ce qu'on appelle les écarts de triage. Par exemple, les poussins, ils doivent avoir minimum 60 grammes. Les œufs, 65 grammes. Donc, après la reproduction, c'est les normes. On a des poussins de 60 grammes. Mais malheureusement, ceux qui produisent chez nous ont des œufs qui ne valent même pas 60 grammes. Donc, des poussins chétifs que nous avons. Des poussins de 52 grammes, 50 grammes, parfois même moins. Et vous allez voir, il y a tellement de déchets qui en découlent. C'est pourquoi c'est interdit formellement en Europe de couver des œufs de moins de 65 grammes. Nous, on importe ces œufs de triage. Et si c'est des poussins qu'il faut importer, on importe aussi les poussins, les écarts de triage, les poussins qui ne peuvent pas être vendus ailleurs sont vendus chez nous. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un taux de production lié à cette souche-là? Ce n'est pas possible. Si, par exemple, on vous donne, la Légone, elle pond entre 250 et 270 œufs par an. Ça, c'est les poussins normaux que nous avons élevés dans les meilleures conditions. Et ces œufs de tirage, nous avons reçu des poussins de 45 grammes à 50 grammes. Leur taux de production, maximum, ça serait 65-70 grammes. Voilà, il faut faire attention à ce que nous importons. Il faut faire attention à ce que nous-mêmes nous élevons, surtout le producteur. J'insiste, quand vous voulez acheter les poussins, il faut leur demander de faire une caractéristique, de vous donner les caractéristiques du poussin. Pesez votre poussin à l'arrivée. Pesez votre poussin à l'arrivée. Si vous n'avez pas de balance de précision, vous pouvez prendre une dizaine et une vingtaine, vous les pesez 5 fois de suite et vous faites la moyenne pour avoir le gramme, le poids du poussin à l'arrivée. Et là, vous saurez à quoi vous entraînez. Et quand vous faites ça aussi, l'importateur ne peut pas vous donner du n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? Parce que la base, c'est ça. Je veux 90% de pontes. Il faut que j'ai des sujets qui peuvent me produire 90% de pontes. Ah, je veux 90% de pontes, tu achètes comme ça les poussins, tu vas venir, tu donnes même plus que ce qu'il ne faut et il te donne 60%. Finalement, est-ce qu'on va rester dans l'agriculture? Et tout ce que nous avons investi dans les bâtiments et consorts, qu'est-ce que ça devient? Une perte énorme et qui va décourager plus d'un. Donc, quand vous faites quelque chose, cherchez à connaître, cherchez à savoir ce que vous êtes en train de faire et votre objectif, en fonction de votre objectif. Ne jamais vos amis au niveau de votre ferme. Parce que les volailles, c'est des sujets qui sont très vite contaminés. Moi, je viens du marché, tu m'invites. Est-ce que je sais que je vais aller contaminer quelqu'un? Moi-même, je ne suis pas malade. C'est exactement ce qu'on pense. Mais on a ramassé des microbes ailleurs. Ton ami, il vient des toilettes, je m'excuse du terme, quoi. Il vient, il touche à tout, il touche à ton truc. Ça, nous contaminons les volailles aussi nous contaminent. C'est ce qu'on appelle les maladies zoonotiques, les maladies transmissibles entre hommes et animaux. À chaque fois que vous amenez, même les pneus de volaille, les pneus de voiture. Donc c'est pourquoi on conseille toujours, quand vous construisez vos poulaillers, il faut mettre les pieds de livre. Et à la porte d'entrée de l'habitat du volaille même. À la porte, les pieds de livre, on les constitue avec de l'eau du Grésil ou avec de l'eau de Javel. Ne permettez à personne ni à aucun véhicule d'entrer dans la ferme sans qu'il n'entre dans cette pied de livre-là. Ça, c'est très important. Ne permettez pas à tout le monde de venir. Même vous-même, c'est pourquoi nous, on insiste. Il faut même avoir des habits pour les poulaillers. Quand vous venez, portez les chaussures du poulailler que vous achetez et vous les mettez au niveau du poulailler. Que la personne n'entre pas avec ses chaussures. Vous connaissez très bien les capacités de contamination des chaussures, même en matière de pathologie humaine, à fortiori de pathologie animale. Il faut que la personne se lave les mains avant de toucher à vos animaux. Il faut que la personne porte un habit spécial, soit une blouse ou des combinaisons, confectionner des combinaisons pour le basculer lui-même. Même lui, quand il sort, qu'il laisse ses combinaisons au niveau du poulailler, quand il va revenir, il se lave, il met la combinaison, ça vous évitera plein de choses. D'accord? N'invitez pas les amis.
au poulailler. Parce qu'à la longue, vous n'allez pas maîtriser les maladies que ça va provoquer. Donc, après ces maladies, la souche. Il y a plein d'aviculteurs. Tu vas dans leur poulailler, tu regardes, tu dis, mais quelle souche tu as? Ah non, j'ai importé ça. Je ne peux même pas te donner la souche. Quand tu ne connais pas la souche, comment tu vas connaître ses performances? Ça, c'est difficile. Il y a plusieurs souches de volailles. Plusieurs souches. Et chaque souche a ses performances zootechniques. C'est-à-dire, il y a le taux de production, il y a le gain de poids, le poids à la production, le poids même à la réforme. Il y a au Mali, généralement, on importe les Loman, la Légorne et les souches rires, c'est-à-dire les Red Island Red. Actuellement, ils sont en train d'importer 2 souches, mais malheureusement, ceux qui ne connaissent pas la volaille achètent ces souches-là, c'est des souches fermières, qui ne sont pas vraiment faites pour la ponte, mais ils se contentent de ça parce que je suis dans l'agriculture, je ne connais pas les caractéristiques, on me vend tel sujet, c'est des pondeuses, moi aussi je prends. C'est ça le BABA. Donc, cherchez toujours à connaître ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous allez trouver ces trucs-là avec l'INAGRIM, tous les documents. Quand vous allez vous investir dans la production de volailles, connaître d'abord les souches et leurs performances zootechniques. Je vais acheter de la légone, voilà, je sais, il peut prendre jusqu'à 12 mois. Et si je le nourris bien, on peut aller jusqu'à 14 mois. Il a un taux de ponte de 250 à 270 œufs par an. Voilà ses caractéristiques. Les coqs ont tel poids à la réforme, les poules ont tel poids à la réforme. Quand vous prenez les légones, c'est entre 1,8 et 2 kg pour les poules à la réforme. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la vente de ces poules-là à la réforme. À un certain poids, vous ne pouvez pas vendre à tel montant. Alors, quand les poules atteignent déjà 2 mois, même à la réforme, vous pouvez 2 kilos, vous pouvez les vendre à 3 000 francs, 3 500 francs. Parfois même à 4 000 francs. Mais quand vous avez des souches faibles à la réforme, vous n'excédez pas les 2 000 francs. Or, en vendant 2 000 francs à la réforme, vous achetez vos poussins et une grande partie de l'aliment avec. Donc, ça fait de l'économie. Donc, là, elle est très, très pertinente, la connaissance des souches que vous devez élever. La souche que je vais conseiller au Mali, c'est surtout la souche Icex. Parce que elle est rustique, très rustique, résiste à nos conditions climatiques, avec un bon taux de production et un meilleur poids à la réforme. Bon. Aussi, il faut tenir compte de la préférence de la couleur des œufs. Chez nous, vous allez voir dans vos zones, par exemple, je vais à Sikasso et ils aiment vraiment les œufs rouges. Est-ce que je ne peux pas prendre les Loman? Je ne peux pas prendre les Légornes. Je suis obligé de prendre les races rousses. Et parmi les races rousses, moi je préfère la Red Island Red. Si c'est bien entretenu, le mâle il peut même atteindre les 3,5 kg, les 3,5 kg des mâles que nous avons enlevés. Et les femelles ont plus de 2 kg, 2,5 kg. En plus d'un bon taux de ponte. Parce que souvent ils peuvent aller jusqu'à 300 œufs, entre 270 et 300 œufs par an. C'est bon? Bon. Ceux qui veulent les poulets fermiers, ceux qui veulent aussi l'agriculture traditionnelle améliorée, vous voulez aider les parents à la maison, vous pouvez prendre les Sussex. Il y a aussi des races qui, en dehors des performances, la couleur, c'est des races qui sont aimées par, comme les Brahmas. Je crois qu'il y a des amoureux de l'agriculture ici qui élèvent. Ça aussi, on gagne beaucoup en élevant des races différentes. Ceux qui préfèrent faire ça à la maison, quoi. Ou ceux qui préfèrent améliorer les traditionnels. Donc, avec l'hybridation entre les Red Island Red, c'est ce qu'on appelle le Wassaché aujourd'hui chez nous. C'est entre une souche locale et les Red Island Red, c'est ce qu'on appelle les Wassaché. C'est ce qui est en train d'être vulgarisé partout au Mali. Mais il y a d'autres souches aussi qui peuvent être vulgarisées et qui ont beaucoup plus d'attirance par la population et avec une très bonne productivité en matière de poulet fermier. Les souches savères, ça c'est surtout, on n'a pas besoin de ça.
sauf ceux qui veulent faire les poulets de chair. Là, il y a d'autres souches. On ne peut pas tout citer ici. Mais si vous avez besoin d'informations, mon numéro était là, je crois. Je pense que je vais vous donner l'adresse plus tard. Alors, on a construit théoriquement notre poulailler. On connaît les souches, on connaît leurs performances. Maintenant, on va acheter aussi le matériel en fonction. Je sais combien je dois élever. Je dois élever 2000 sujets. Voilà, j'ai ici juste donné le matériel et leur prix au niveau du marché malien, quoi. Si vous voulez faire un projet, voilà ce qu'il vous faut pour le matériel. Ah, l'alimentation, elle est très, 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 très importante. Aujourd'hui, la vente de l'aliment importé dans nos succursales de pharmacie fait que l'agriculture n'apporte plus exactement ce que nous désirons qu'elle nous apporte. Parce que le fait seulement de dire que c'est l'aliment importé, paf, le coût a augmenté. Vous allez voir les sacs de 20 kilos à 21 500, parfois même les sacs de 50 kilos à 40 000. On pense que c'est le meilleur aliment. Et pourtant, nous avons tous les ingrédients sur place. Et il faut avoir nos ingrédients, il faut valoriser nos produits. L'agriculture, c'est quoi? C'est investir peu et gagner beaucoup. Les volailles, les animaux en général, il faut les habituer à leur donner ce que tu as sous la main. Que ces animaux acceptent ce que tu es en train de leur donner comme alimentation et moins cher. Mais en achetant de l'aliment importé, par exemple, je vous donne, vous achetez un sac de Koudis, je ne voudrais pas donner le nom ici, un sac à 40 000 francs, vous le mélangez à 150 kilos de maïs pour les poussins, par exemple. Ça vous fait 200 kilos, n'est-ce pas? 200 kilos, vous allez le donner pendant combien de temps? À 1000 sujets. Or, vous pouvez avoir l'aliment de très bonne qualité avec une très bonne formulation à partir des ingrédients existants sur place et avoir une tonne avec ça. Est-ce que c'est nécessaire d'importer les aliments? Mais c'est le business. Même si c'est moi aussi, je sais que tu es attiré par c'est moi qui gagne mon argent. J'ai pas besoin. Même, malheureusement, moi, je veux que l'agriculture soit développée au Mali. C'est pourquoi je dénonce ça. Vous m'excusez du terme, chacun a son business, mais valoriser les ingrédients qui sont chez nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour constituer l'alimentation. Seulement, il faut tenir compte des principes de formulation de l'aliment. Voilà, nous avons besoin de l'énergie dans l'alimentation. Nous avons besoin de protéines. Il y en a l'énergie. Si à base de maïs, il y en a chez nous, n'est-ce pas, comme ingrédient. Nous avons besoin de protéines. On peut le trouver dans les tourteaux de maïs, tourteaux de coton, même les tourteaux de soja. Maintenant, on le trouve chez nous. Il est très très riche en protéines. Le tourteau du Mali, il contient déjà 28% de protéines. Le poisson du Mali, il contient 65% de protéines. Donc, on ne fait pas la formulation au hasard. On s'est basé sur, il y a des références, comment calculer les taux de protéines dans l'aliment que nous allons produire. Si on connaît la qualité de chaque aliment, la teneur en protéines, la teneur en énergie, en minéraux, on va calculer la formule exacte que nous voulons donner à notre volaille pour la production. Parce que nous avons tel objectif de production chez nous. Je vais 90%, 95% de taux de production je calcule ma formule en teneur de protéines à partir de là, à partir de tous ces ingrédients que j'ai. C'est pour vous dire. Il faut tenir compte seulement de ces principes-là. Voilà les performances géotechniques. Je ne peux pas donner la même formule, par exemple, au Loman que je donne à mes ASX. Donc, il faut tenir compte des performances zootechniques et de la consommation alimentaire de la souche que j'ai pour pouvoir formuler l'aliment que je dois leur donner. Sinon, les ingrédients sont toujours les mêmes, c'est le taux d'incorporation qu'il faut voir. Par exemple, j'ai besoin de 42% de protéines, je vais prendre 18% par exemple, du poisson, et je vais prendre 8% de tourteau, que je vais combiner avec les autres ingrédients pour faire mon aliment. C'est aussi simple que ça. Au lieu d'acheter de l'aliment importé, c'est des devises sorties, c'est des pertes à gagner pour l'agriculteur et des pertes à gagner pour l'État.
Voilà quelques formules, on ne va pas s'attarder sur ça. Voilà, j'ai donné juste l'exemple pour les ASX. À l'état poussin, il faut savoir aussi l'état d'évolution pour la formulation. À quel âge je dois donner les poussins, par exemple, quand je prends ici, juste un exemple, les poussins, ils ont plus besoin d'énergie que de protéines. C'est comme l'homme. C'est pourquoi les enfants aiment beaucoup les bonbons, parce que ça contient beaucoup de sucre. Le maïs aussi contient beaucoup de sucre pour les poussins. Ils ont plus besoin d'énergie que de protéines. Et voilà les reproducteurs, quand vous voyez en reproduction, ils ont plus besoin de protéines que d'énergie. Voilà comment on formule. En connaissant le taux de protéines, l'énergie nécessaire pour tel stade, nous allons formuler notre aliment en fonction de ça, seulement en tenant compte de ces principes-là. Alors, on y va. Ah ouais. Si on arrive à bien formuler notre alimentation, comment distribuer l'aliment? Voilà, il faut tenir compte de l'âge des poules pour les nourrir. À l'état poussin, il faut aller fractionner. Par exemple, j'ai 1000 poussins. Je sais que chacun doit consommer 35 grammes aujourd'hui. 1000 poussins, ça va me faire 35 kilos, n'est-ce pas? Les 35 kilos, je les divise en 4. Je donne une partie le matin, à 8 heures, je donne une partie. À 11 heures, je donne une partie. À 14 heures, je donne une partie. À 17 heures. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en donnant l'aliment globalement, parce qu'il y a beaucoup qui sont très paresseux, et vous qui allez investir, il faut que vous donnez l'instruction au basse-courrier, veillez à l'alimentation des volailles. Il y a des gens qui sont très paresseux, ils vont donner tout ça le matin, dans les mangeoires. Donc, le monsieur, il est là, il ne vérifie pas la prise alimentaire pour les poussins. Et voilà, au bout de 3 jours, chaque fois, il vient, il ajoute un peu. Voilà l'aliment qui s'entasse au fond du poulet avec ce qu'on appelle les fongiques, les champignons. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Les maladies, surtout les maladies respiratoires, l'amaigrissement, parce que dans le fond, quand vous constituez l'aliment, vous avez des vitamines qui sont dans le son. Il y a le son. La volaille de nature, elle est granivore. Elle va piquer ce qu'on appelle les grains et laisser les poudres en bas. Or, tous les contenus se trouvent dans le son là. Les vitamines, les oligo-éléments, tout se trouve dans le fond. Est-ce qu'il y aura un développement de la volaille? Non seulement vous avez les mortalités, vous avez l'amaigrissement, le taux de ponte plus tard, ça serait comment? Rien. Fractionner l'aliment en fonction du nombre de distribution de l'aliment et instruisez au basse-courrier toutes les 2 heures, entrez dans les poulailles pour remuer l'intérieur du mangeoire. Parce qu'ils vont piquer les grains. Ensuite, il y aura le son et les vitamines là-dedans. Les volailles ne vont pas piquer. Ça veut dire quoi? Il n'y aura jamais de taux de croissance escompté, il n'y aura jamais de taux de ponte escompté. Donc, juste le fait de venir mettre la main dans le mangeoire, remuer un peu l'aliment, ça vous évite, ils vont prendre obligatoirement ce qui se trouve dans le fond. Donc, laissez à ce que les volailles consomment tout l'aliment que nous avons distribué dans le mangeoire avant de renouveler cette. Oh ben, quand vous êtes, si c'est pas ça, souvent, les volailles, avec leur défection, ils peuvent contaminer aussi l'aliment. Instruisez à enlever ces trucs-là et les mélanger et remuer correctement à chaque fois. Donc, quand ils sont à l'état poussin, il faut toujours veiller sur leur alimentation, même à l'état adulte. Même à l'état adulte. Donc, ne distribuez jamais globalement l'aliment dans le poulailler. Sinon, nous sommes à l'échec. Si c'est les poulettes, distribuez 3 fois. Si c'est les adultes, distribuez 2 fois. Comme on le dit en jargon, on dit que la poule pompe par le bec. C'est ce qu'il ingère qu'il donne comme produit. Quand la poule n'a pas, la qualité de l'aliment n'est pas bon, il n'ingère pas. La quantité n'est pas suffisante, il ne produit pas. Dans ces fermes, souvent, vous allez voir, les volailles sont très bien portants. Tu viens, le basse-courrier, il te présente l'aliment. Toi-même, tu ne connais pas ça, tu penses que et pourtant les majors sont pleins, mais il y a un arrêt total de ponte. Pas de ponte.
parce que les poules ne peuvent même pas picorer l'odeur des champignons qui se trouvent dans l'aliment. C'est pourquoi vous trouverez toujours ces pleins dans les abreuvoirs. Et vérifiez aussi l'abreuvoir. Est-ce que la qualité de l'eau distribuée elle est bonne? Toute eau que vous ne pouvez pas boire, ne distribuez pas ça aux animaux, au sujet. Ça, c'est un conseil. Quand la qualité de l'eau n'est pas bonne, ne distribuez pas au sujet. Vérifiez à chaque fois, est-ce qu'il y a une prise correcte d'eau et d'aliments. La poule consomme 2 fois l'eau, la quantité d'eau dans l'aliment qu'elle ingère. Parce que la poule n'a pas de dents. Quand elle picore, elle est obligée de boire un peu d'eau pour faire descendre l'aliment. C'est pourquoi, quand vous voyez le jabot il est plein, vérifiez est-ce que c'est mou, est-ce que c'est pas mou. Si c'est pas mou, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de consommer de l'eau. Si c'est plein et que ça ne descend pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de consommer de l'eau. Vous allez voir parfois, il y a des jabots qui sont même fluctuants quand vous voyez juste les sujets. Ça, c'est pas un bon signe. Plein d'aliments, sans eau. Si l'aliment n'est pas digéré, est-ce qu'il y aura la production, est-ce qu'il y aura les qualités nutritionnelles au sein dans l'organisme de la volaille? S'il n'y a pas la qualité nutritionnelle, c'est qu'il n'y a pas de production. Ni de chair, ni de ponte. Maintenant, on a toutes ces informations. Nous voulons recevoir nos poussées. On a déjà fait la commande. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer les poulaillers. Comme on prépare les berceaux de nos enfants. Préparer les poulaillers, il faut avoir un petit espace restreint en fonction de 50 à 100 poussins par mètre carré. Faites des barricades, soit avec les bâches, les plastiques, etc. Il faut préchauffer. Il faut aussi faire un lit de paille pour recevoir ces poussins-là. Donc, il faudrait que les conditions ambiantes du poulailler soient conformes aux normes de ce que nous avons donné. Minimum température entre 34 et 35% pour les poussins à l'arrivée. Donc, il faut faire les préchauffages 3 jours au moins à l'avance avant préchauffer, désinfecter le local, préparer les mangeoires et abreuvoirs. Il faut donner le nombre correct d'abreuvoirs et de mangeoires aux poussins. Il ne faut pas que les basse-courriers aillent se promener, qu'ils soient là toutes les 2 heures dans le poulailler pour voir l'état des poussins. Parce que les poussins, quand c'est chaud, c'est pas bon. Quand il fait vent, c'est pas bon. Quand il fait froid, c'est pas bon. Donc, il faudrait qu'ils veillent sur ces poussins-là pendant les 10 premiers jours à leur arrivée. Si cela n'est pas fait, plus tard, nous allons assister à des taux de mortalité très élevés par la faute du basse-courrier, sans que lui-même il ne sache que c'est sa propre faute. On va faire le préchauffage. Voilà, c'est un peu flou. Comment préparer une poussinière à l'intérieur du poulailler. Sinon, si vous avez les moyens, construisez carrément une poussinière à l'arrivée des poussins. Ensuite, les transvaser dans leur habitat à l'âge adulte. Sinon, si vous n'avez pas ça dans les mêmes poulaillers, il faut faire un petit truc, une petite poussinière pour la réception des poussins. Préchauffer, veiller à la température et à l'ambiance, l'intérieur de la poussinière. Voilà l'état normal. Quand vous voyez ça c'est juste pour caricaturer un peu. Ouais, quand il fait très froid, vous allez voir tous les poussins vont venir s'entasser au milieu de l'habitat. Alors, ça veut dire qu'il faut fermer un peu les fenêtres. Quand il fait très chaud à l'intérieur, par exemple, on est en train de faire soit avec les radiants, soit avec les gaz, soit avec du charbon, de bois, on chauffe l'intérieur. Vous voyez que les poussins sont vers les périphéries. Dans le poulailler, ils sont en train de chercher un peu d'air. Ça veut dire qu'il fait très chaud à l'intérieur. Donc, diminuer un peu le degré de la température. Soit en enlevant les fourneaux, soit en éteignant les radiants. Mettre cette température en conformité. Donc, quand il y a trop de courant d'air, ça veut dire que vous allez partir à un coin, tous les poulets vont venir, tous les poussins vont s'entasser à un petit coin, à l'angle du poulailler. Ça veut dire qu'il y a des vents, il y a des courants d'air froid qui entrent dans les poulaillers. Vous avez vu quand c'est bon, ils sont partout dans les poulaillers. Il y a une très bonne dispersion de ces poulets de poussins. Voilà. Maintenant, ça, vous pouvez vérifier le vent, la température avec une bougie. Voilà, les maladies. Bon, au Mali,
nous avons des pathologies dominantes, des maladies virales, des maladies bactériennes, des maladies parasitaires. Pour les maladies virales, c'est surtout la maladie de Newcastle. Il y a des gens qui l'appellent pseudopeste aviaire, qui est caractérisée par une très forte mortalité. Le taux de mortalité peut atteindre 50 jusqu'à 100% des cas. C'est ce qu'on appelle brébla quand on épelle. On laisse le bâton, quoi. C'est fini. Bon, il y a différents types de maladies, il y a différentes souches dans la maladie. Donc, la gravité va d'une souche à l'autre. Il y a 5 sérotypes dans la maladie de Newcastle. Il y en a qui sont neurotropes. Dans ces conditions-là, vous allez voir une paralysie des volailles. Souvent, vous voyez les animaux à plat comme ça avec les deux pattes. Souvent, les animaux, ils sont là, les deux pattes en avant, la tête qui est en arrière. Ça veut dire qu'il y a une paralysie du nerf du cou et une paralysie des pattes. Et les plumes sont un peu ébouriffées. Il n'y a pas de prise alimentaire, pas de prise d'eau. L'incubation dure à peu près une semaine, 7 jours, et vous allez voir un taux de mortalité croissant vers, si rien n'est fait pendant cette période-là, là, c'est grave parce que le taux de mortalité il est très très élevé, ça peut aller jusqu'à 100%. Ça varie d'une souche à l'autre. Maintenant, comment remédier à ça? Pour être sûr, quand même, moi, vous ne pouvez pas faire l'autopsie, mais faites appel à un vétérinaire pour faire l'autopsie, voir l'intérieur. Est-ce qu'il y a des pétéchies à l'intérieur du proventricule? Est-ce qu'il y a les diarrhées? Quelle est la couleur des fientes à l'intérieur de l'estomac? Est-ce que c'est verdâtre? Si c'est verdâtre, il faudra confirmer, mais le seul fait de voir des pétéchies à l'intérieur des proventricules, c'est-à-dire le vrai estomac des volailles, ça signifie qu'il y a la maladie de Newcastle et c'est la forme viscérotrope. Et la forme viscérotrope et la forme neurotrope sont très 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 critiques dans l'élevage et ça peut atteindre le volaille à tout âge. Et toute espèce de volaille sont sensibles à la maladie de Newcastle. Donc, on peut l'avoir facilement avec les petits oiseaux des migrateurs. On peut l'avoir aussi avec l'approche des moineaux. Ce qu'on appelle les moineaux, les pigeons, je crois que vous les connaissez déjà. Les petits oiseaux sauvages peuvent venir contaminer très facilement nos volailles à l'intérieur. Donc, faites en sorte que ces moineaux ne puissent pas entrer dans le poulailler. Et heureusement, il y a toujours le vaccin chez nous. On les vaccine contre le Newcastle et la bronchite infectieuse, combinés dans un seul vaccin, les premiers jours à l'arrivée. Mais ça, vous, les débutants de l'aviculture, je ne vous conseillerais jamais ça. Quand vous recevez vos poussins, une petite technique, on ne connaît pas la provenance des poussins, on ne connaît pas l'origine des poussins, on ne connaît pas les statuts bactériologiques des poussins et l'antécédent pathologique des mères et reproducteurs. Recevez d'abord les poussins avec un peu de sucré, à raison de 50 grammes pour 1 litre d'eau. Mais ne mettez pas ça dans tous les trucs. Recevez-les avec ça, faites-les boire ça d'abord avant de les laisser dans le poulailler. Hein? Prenez 3 jours d'antibiothérapie. C'est pour avoir des poussins sains avant leur vaccination, parce qu'il ne faut jamais vacciner les poussins qui sont contaminés. Quand on vaccine les poussins contaminés, on a appelé maintenant, on n'a pas vacciné, on a inoculé les microbes. Ça veut dire que 3 jours plus tard, il y aura un taux de mortalité très élevé dans les poulaillers dû au vaccin. Ce n'est pas la qualité du vaccin, mais c'est le statut sanitaire des poussins qui est en cause. C'est compris? Ça, c'est un, mais il faut veiller aussi à la qualité du vaccin. Est-ce que le vaccin, là où vous avez acheté, c'était dans les meilleures conditions? C'est-à-dire, si c'est des vaccins vivants, il faudrait les conserver entre 4 et 8 degrés. Est-ce que la pharmacie où vous êtes allé acheter ces vaccins, c'était dans les mêmes conditions? Vous vérifiez, est-ce qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité dans la zone? Cette coupure a duré combien de temps pour pouvoir acheter votre vaccin? Moi, en tant que vendeur, je ne vais pas acheter mes vaccins à coût de millions parce qu'il y a une coupure de 10 000. Ce n'est pas mon problème. Il va venir, je vais le vendre. C'est ce qui se passe. Et malheureusement. Donc, vérifiez tout ça avant d'acheter le vaccin. Et soyez sûr, il faut vous rassurer que le vaccin, depuis la pharmacie, si c'est conservé de la belle manière, jusqu'à l'administration du vaccin, que ça obéisse aux conditions du transport.
que ça obéisse aux conditions de conservation du vaccin. Donc, amenez sur le flanc, mettez de la glace sur le vaccin jusqu'à ce au moment où on doit administrer le vaccin. Mais tout cela dépend aussi du statut sanitaire des poules ou des poussins que vous allez vacciner. On n'a pas terminé avec les maladies virales. C'est parce que la Newcastle, c'est ce qui fait la bête noire pour les éleveurs, et aussi la maladie de Gumboro. Ça, c'est une maladie immunodéficitaire qui s'attaque aux bouches des Fabricius. Vous allez voir, les poussins ont toujours froid. Ils sont très froids, les poussins ne consomment pas d'eau. Quand vous voyez les poussins sont en train d'être ébouriffés, c'est ce qu'on appelle, ça c'est une maladie des jeunes et qui n'atteint pas non plus les pigeons. Sinon, tous les restes sont sensibles à ça. Toutes les espèces sont sensibles au Gumboro, sauf le pigeon. Et aussi, c'est une maladie des jeunes. On n'en voit pas ça chez les adultes. Donc, c'est à partir de 3 semaines d'âge jusqu'à 3 mois d'âge qu'on peut attraper la maladie de Gumboro. Bon, c'est une maladie très meurtrière, mais le taux de mortalité n'excède généralement pas 25 à 50%, comme Newcastle. Compris? C'est caractérisé par quoi? Manque d'appétit. Vous allez voir les fientes blanchâtres sur l'anus, collées à l'anus, les fientes créeuses collées au niveau de l'anus. Dès que vous commencez à avoir des signes et que les poussins ne boivent pas de l'eau, à intervenir immédiatement. Immédiatement. Heureusement, il y a un produit miracle aujourd'hui au niveau de la pharmacie vétérinaire qu'on appelle le Vulcon. Et dès que vous voyez ces signes, il y a des types d'interventions. En tout cas, nous avons essayé. Faites d'abord une grande pulvérisation dans les poulailles et sur les poussins et mettez en raison de 20-25% dans l'eau pendant 2 heures de temps donné aux poussins. La mortalité s'arrête tout de suite. Le lendemain, en tout cas, vous n'allez pas avoir de mortalité. Mais ne continuez pas avec le Vulcon, s'il vous plaît, parce que je vous ai dit, donnez seulement une seule journée. Une seule journée. Ensuite, vous allez compléter le reste avec des antibiotiques pour un peu atténuer l'effet des maladies additionnelles. Parce que ce sont des bactéries qui aggravent toujours les situations virales. Nous avons, après, la bronchite infectieuse. La bronchite, c'est une maladie qui peut s'attaquer à n'importe quel âge, et les poussins et les adultes. Comme son nom l'indique, c'est une maladie respiratoire. Vous savez, c'est dit à un coronavirus. Ce n'est pas le coronavirus que nous connaissons maintenant, mais c'est le coronavirus chez les volailles. Je pense que notre souche humaine émane de ça. Ça, c'est le type 2, et nous avons d'autres types, le 19. Donc, c'est le coronavirus, mais le taux de transmission à l'homme est de 1 sur 1000. Et même si ça attaque l'homme, ça donne juste la fièvre, et un petit rhume. C'est pas meurtrier chez les humains, mais très meurtrier chez les volailles. Comment nous allons connaître ça chez les poussins et comment nous allons connaître ça chez l'adulte? On va prendre l'adulte. Si c'est atteint l'adulte, vous allez voir les yeux il y a tout type d'œufs dans le poulet. Il y a les yeux de très petit calibre. On peut avoir des yeux de très grand calibre. Il y a des yeux frisés. Il y a des yeux parfois sans coquille. Je pense que chacun a eu déjà l'occasion de voir les yeux sans coquille. Et quand vous cassez l'œuf, vous allez voir le blanc de l'œuf, il est fluide. Au lieu que ça soit compact, non, ça coule tout de suite. Ça, c'est la bronchite infectieuse. Mais ça donne une baisse de production énorme. De 90% de ponte, avec la bronchite, on peut venir à 40%. Donc, ça fait des pertes énormes pendant des jours, quand vous n'intervenez pas. La variole, on a 2 types de variole. La variole externe, c'est qu'on peut voir c'est exactement comme chez l'homme. On a des boutons et des taches au niveau de la crête et au niveau des barbillons qui laissent des taches transmissibles. Ça, il y a des médicaments. Et récemment, il y a des médicaments sur le marché, mais il faut une fabrication au niveau de la pharmacie. C'est des médicaments officinaux. Malheureusement, heureusement, je viens de faire une tournée aux alentours du Mali. Tous les aviculteurs traditionnels ont parlé d'une plante.
qui guérissent la variole. C'était étonnant pour moi. Alors j'ai pris, je crois que je l'ai mis au niveau de la recherche, si on peut faire quelque chose là-dessus, pour voir quel est le principe actif et réel de ces médicaments-là. Ils appellent ça Bangoyo. Bangoyo, ils les mettent dans l'eau de boisson simplement. Et la variole disparaît. Ça, c'est traditionnel. Sur le plan médical, les produits que nous connaissons très bien, il y en a, mais en fabrication officinale. Malheureusement, ça entraîne une baisse. Le taux de mortalité n'est pas très élevé tant que ce n'est pas la forme diphtérique, mais le taux de ponte, il y a un impact. Ça baisse le taux de ponte. Exactement. La grippe aviaire, ça on va pas parler parce qu'on n'en a pas encore beaucoup, mais cette année, il y a eu des cas à Kati où nous avons quand même été obligés d'incinérer tous les volets qui étaient dans les environs, quoi. Ça veut dire qu'on ne veut pas que la maladie s'épande sur tous les territoires. Donc les mesures sont déjà prises pour ça. Je crois que tout le monde connaît un peu la grippe aviaire ici. C'est pas la peine d'en parler. Bon, voilà des maladies bactériennes. Tout ce dont on avait parlé, c'était des maladies virales. Il y a un vaccin pour toutes ces maladies-là, à part la grippe aviaire. Bon, maintenant, il y a les maladies bactériennes. Et surtout la maladie de la grosse tête, qui est vraiment une endémie. C'est ce qu'on appelle réellement la maladie des poulaillers sales. Vous allez voir, dans cette maladie, les têtes sont enflées. Il y a le larmoiement. Vous allez voir, quand vous prenez les pattes, sont souillées de fientes. La première chose à voir, c'est ça. Soulevez les animaux, voir à l'intérieur des pattes, est-ce qu'il y a des fientes. Il faut voir dans les poulaillers, est-ce que les poulaillers sont nettoyés. Si les poulaillers n'est pas nettoyés, voilà les conséquences. C'est ce qu'on appelle le coryza, infectieux ou maladie de la grosse tête. C'est une maladie bactérienne, mais ça va perdurer dans la ferme tant qu'il n'y a pas de solution, tant qu'il n'y a pas de soins, tant qu'il n'y a pas de nettoyage des poulets. Quels que soient les médicaments que vous allez donner, tant que le poulailler n'est pas propre, la maladie ne va jamais disparaître. Il y a les colibacilloses, ça c'est des maladies. Vous connaissez tous les colibacilles ici, n'est-ce pas? Ça fait partie de la flore normale intestinale. Mais quand il y a un déséquilibre nutritionnel ou un déséquilibre immunologique, voilà des maladies qui se développent automatiquement. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a la forme salpingite, c'est-à-dire qui s'attaque au salpinx ou à l'appareil reproducteur. Mais aussi, il y a des formes viscérales. D'autres formes viscérales, c'est pour les intestins et consorts. Beaucoup, c'est ce qui vient à complications des maladies virales. Qu'est-ce qui fait développer ça? La saleté aussi. Les majors ne sont pas nettoyés, les abreuvoirs ne sont pas nettoyés, les poulaillers ne sont pas nettoyés. Développement des colibacilles, appel de toutes les maladies virales et toutes les maladies bactériennes. Heureusement, il y a des médicaments, des antibiotiques très efficaces contre la maladie, mais tout cela va donner effet lorsque le poulailler est propre. Le salmonellose, maintenant ça c'est ce que je venais de dire, le salmonellose c'est très très dangereux. C'est l'effet surtout des rats sur tant que les rats, les souris vont entrer dans les poulaillers, ils vont toujours contaminer l'eau de boisson et l'aliment et il n'y aura jamais, on n'aura jamais fini avec les salmonelloses. Salmonellose déjà ça signifie automatiquement perte de production et de chair et de ponte. Ça, ce n'est pas le problème, mais c'est la mortalité. Dans la salmonellose, ce n'est pas une mortalité en vrac du coup, mais c'est tous les jours 2, 3, 4 poulets qui vont mourir. Et la perte d'un poulet, la perte de 2 poulets, tous les jours pendant 1 mois, ça veut dire au bout d'un mois, vous allez voir, vous avez perdu une centaine, sans vous rendre compte, tous les jours, il faut aller jeter ça, tous les jours, il faut aller jeter ça, vous ne cherchez pas à connaître la cause. Et quand vous traitez aussi contre la salmonellose, tant que les rats entrent dans les poulaillers, tant que les rats ont accès à l'aliment et à l'eau de boisson, c'est que là, ça va jamais finir. Donc, faites une dératisation des poulaillers tous les mois. Vérifiez, surtout la nuit, venez dans les poulaillers à partir de 22h, 20h, voir est-ce qu'il y a des trous au niveau des murs, est-ce qu'il y a des jours entre les murs et les toits où les rats peuvent avoir accès au poulailler. Souvent, c'est leur effet, mais vous ne le voyez jamais pendant la journée. Et pourtant, ils sont bien là. Il y a des gens qui vont jurer qu'il n'y a pas ça. J'ai été confronté avec beaucoup d'agriculteurs. Quand je les ai dit, je les invite la nuit dans leur propre ferme.
qui voient de leur propre, je sais ce qui se passe. C'est des gens qui ont envie de pleurer. Parce qu'ils n'ont jamais vu des rats chez eux, mais la nuit, il faut venir voir dans les poulailles. Voilà pourquoi ils perdent. Tu perds non seulement en production, tu achètes des médicaments, ça c'est de perte d'argent, et le problème ne va jamais s'arrêter. Voilà, tellement de personnes sont découragées par cette mortalité-là. Voilà la raison. Ensuite, nous avons les maladies parasitaires. Parmi les maladies parasitaires, c'est la synghamose qui est la plus répandue au Mali, et aussi les parasitoses gastro-intestinaux. Donc, dans un programme de prophylaxie donné à ces volailles, il y a toujours un programme pour les déparasitages internes et externes. Interne et externe. Comment on va reconnaître les parasitoses dans les poulailles? D'abord, quand vous rentrez, vous allez voir les crêtes sont blanchâtres. Et pour les maladies parasitaires internes et pour les parasitoses externes. Parasitoses internes, nous avons surtout les ténias et les nématodes. Ça veut dire qu'ils se nourrissent avec tout l'aliment qu'on donne aux volailles. Et si l'aliment n'est pas digéré, si la digestion n'est pas bonne, ça veut dire quoi? Il y a de l'anémie chez la volaille. S'il y a de l'anémie, amaigrissement, perte de ponte, peut-être des mortalités, on voit très souvent la diarrhée dans les poulaillers. Et si c'est des parasites externes, il y a tellement de types de parasites externes pour la volaille. Il y en a qui se fixent sur le corps. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. Vous allez voir au niveau des aisselles, vous allez voir au niveau du bréchet, des petits points, des petits parasites noirs qui sont fixés et qui boivent seulement du sang. Mais il y a des parasites aussi qui sont très dangereux, qui vivent dans les trous et crevasses au niveau des murs du poulailler. Et le soir, ils descendent sur les poules pour boire leur sang. Le matin, ils remontent. Donc, vous ne verrez jamais ces parasites-là. Mais si vous voulez reconnaître, arrivez au niveau du poulailler, mettez seulement le doigt pendant les crépuscules sur le mur. Vous allez voir, il commence à monter sur votre main. Et dans ce cas, il y a des déparasitants externes, il y a des déparasitants internes qu'on peut donner. Heureusement, il y a des produits très efficaces. Et j'ai donné un programme de prophylaxie qui peut pallier cela. Tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de dire, on a fait allusion à l'hygiène et à la prophylaxie. L'hygiène, c'est le soin du poulailler, c'est le soin des poulains, c'est veiller au sujet, nettoyer correctement les poulaillers, nettoyer le matériel d'élevage. Il y a la prophylaxie sanitaire qui contribue à donner des aliments, des médicaments aux volailles pour éviter ou pour pallier à certaines maladies qui sont endémiques chez nous. Donc, il y a le programme de prophylaxie qui va répondre à ça. Je pense que l'hygiène est de mise en matière de production de volailles. Voilà ce programme-là. Bon, pour couronner le tout, on va, pour ceux qui veulent investir, une petite étude de faisabilité pour 2000 sujets. Donc, on va prendre l'exemple sur 2000 poules pondeuses. Pour les 2000 poules pondeuses, qu'est-ce que nous avons besoin? D'investir d'abord dans les bâtiments. Pour les bâtiments, voilà ce que vous pouvez faire. Il y a les bâtiments d'élevage. Pour 2000 sujets, on a besoin de 400 mètres carrés. On a besoin de 400 mètres carrés. Voilà le coût de tout ce que nous voulons faire. Un champ pour le gardien, un centre de stockage d'aliments et du matériel. Il y a un petit laser là où les sujets malades sont isolés pour les traiter avant de les remettre dans le grand poulailler. Il y a une fosse d'incinération. Les poulets morts ne doivent pas être jetés comme ça. Il faut les incinérer. Parce que si vous les laissez dans la nature, c'est une source de microbes qui va venir recontaminer encore les poulaillers. Donc, il faut toujours avoir une fosse où incinérer les sujets morts. Donc, naturellement, il faut de l'eau. Les poules boivent 2 fois la consommation de leurs aliments. Donc, il faut de l'eau de bonne qualité. Soit on fait un fourrage, on fait un puits à grand diamètre. S'il y a le robinet, tant mieux. Mais je ne conseille pas trop le robinet conventionnel parce que ça contient du chlore. Si on veut donner les médicaments, surtout les vaccins, on va mettre la souche vaccinale dans de l'eau chlorée. On est en train d'injecter de l'eau minérale au lieu
diluer le vaccin parce que ça va tuer tous les micro-organismes qui se trouvent dans le vaccin, quoi. Donc, l'eau de puits est vraiment conseillée. Mais de temps en temps, il faut voir la qualité aussi de l'eau. Faites une analyse de la qualité de l'eau, que ça ne soit pas une source de contamination, que ça ne soit pas une source de dépôt de calcaire dans les reins aussi. Parce que souvent, quand il y a trop de calcaire dans l'eau, il y a ce qu'on appelle l'urate, les dépôts d'urate dans les reins chez les volailles, et avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Nous avons besoin de matériel. Ça veut dire qu'on peut acheter les mangeoires, les abreuvoirs, les fourneaux, pour le chauffage, les matériels sanitaires, râteaux, pelles, etc., etc. Et chaque fois, on va acheter les grésilles pour la désinfection, on va acheter la litière pour changer un peu les lits de paille pour nous sert de l'argent. On calcule tout ça pour 2000 sujets, on a investi 945 000 francs dans le matériel. Soit on a une source de lumière, bon, il n'y a plus de lampe à pétrole, avant on utilisait ça, soit on installe une source d'éclairage à travers les panneaux solaires ou autre source que vous voulez. Le coût, on a estimé à peu près 1,5 million. On va acheter les poussins. Comme d'habitude, on importe, quelle que soit la souche. Mais maintenant, vous êtes déjà avertis. Quand vous importez, connaissez d'abord la souche et ses performances. Ça fait 1000 francs les poussins importés. On a besoin de 2000 sujets, on va investir 2 200 000 aussi dans ça. Le coût de l'aliment, il y a la phase de production, c'est de 1 jour à 6 mois, et la phase d'élevage du moins. Et il y a la phase de production de 6 mois jusqu'à la réforme. Voilà les quantités, c'est bien calculé par poussin et jusqu'à la réforme. Ce qu'ils doivent consommer, c'est à coût de 6 millions pendant les 6 mois d'élevage, et pendant la phase de production, 16 millions. Maintenant, pour le coût total de l'aliment, ça fait 22 millions de 18 mois. Les frais des médicaments, on est obligé de les soigner. Hein. Ce qu'on va investir dans les médicaments, c'est connu. Du premier jour jusqu'à 6 mois, c'est ce qu'on appelle la phase d'élevage. Chaque poussin a besoin de combien? C'est 350 francs de médicaments. Et à l'âge adulte, on estime à 50 francs par mois par poule. Voilà le total de médicaments aussi qui s'élève à 1,9 million. On a besoin de payer les basse-courriers. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un métier qui peut créer des emplois. Au niveau village, si vous ne voulez pas leur donner, il faut au moins créer des emplois pour vos frères et sœurs au niveau de votre zone. Donc, il y a les frais vétérinaires, un gardien, un basse-courrier. Tout cela s'élève aussi à 2 600 000 pour les 18 mois. Voilà le total des investissements. Bâtiment, première production. Complètement. Toute la première production, toutes les dépenses sont là-dedans, plus le bâtiment. Ça fait 40 millions environ. On peut pas, dans les calculs de l'exploitation, il faut calculer les amortissements. Donc, le bâtiment, il va durer 20 ans. Le matériel, on compte sur 3 ans pour les amortir. Voilà le coût d'amortissement qui s'élève par an à 1,5 million, 1,6 million environ. Vas-y. Quand on fait tous ces calculs-là, déjà, on a investi tout ça. Au bout de 18 mois, les bénéfices bruts escomptés seraient environ de 20 millions. 20 millions pour 18 mois, moi je pense que c'est assez important au Mali. Quand on fait une comparaison avec le salaire d'un fonctionnaire qui est très rarement à 300 000 francs par mois. Ici, à 18 mois, on a 19 millions, 20 millions, ça veut dire 1 million de francs CFA par mois. Je pense que c'est à vous de juger. Est-ce qu'on peut investir dans ça? Est-ce qu'on peut aider la famille avec ça? Est-ce qu'on va s'associer pour le faire? Ceux qui ont les moyens individuellement, est-ce que je vais m'investir dans la production? En investissant dans la production, sachez que vous allez créer des emplois au niveau de la famille. Sachez que vous allez contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, dans votre pays. Et sachez que vous-même, vous êtes tranquille
avec vous, avec votre conscience ici. Parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a aider des gens en les envoyant toujours de l'argent, ce n'est pas de les aider, au contraire, c'est de les nuire. Il faut créer de l'emploi pour vos frères et sœurs. C'est à vous de juger. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans ça ou pas? Avant de terminer, il y a M. Kansai et toute sa famille qui est là. Et je tiens vraiment à les remercier. Je tiens vraiment à les remercier, M. Kansai, mon frère Diko et mon mari, Mariam Maïmouna Tungara, qui sont venus juste pour me soutenir dans cette journée. Et sans lui, ce travail ne serait jamais fait. Merci beaucoup à vous.